Il est souvent question dans l'actualité de territoires disputés, des régions stratégiques que se disputent les États. Exemple, le Donbass entre la Russie et l'Ukraine. On va vous parler ce soir de l'exact contraire, les terra nullius, des terres habitées mais qui ne relèvent d'aucun État. On les appelle donc terra nullius. En latin, ça veut dire les terres sans maître. Décryptage avec Daniel Meyer, chercheur et enseignant à Sciences Po Grenoble et à l'Université de Genève. Merci d'être avec nous en direct et en visio. Alexandre Négrus, bienvenue également. Bonjour. Président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, co-auteur de l'Atlas géopolitique du monde contemporain aux éditions Ellipse. Alexandre Négrus, première question, elle est pour vous. Comment définissez-vous les terra nullius exactement? Alors déjà, comme vous l'avez indiqué, il s'agit des territoires sans maître. Et en premier lieu, il faudrait s'interroger sur ce qu'est un territoire en droit international. Et qu'est-ce que l'on entend par maître? Alors, il s'agit de l'État, en l'occurrence dans notre cas d'espèce. Le territoire, c'est le territoire terrestre, c'est le territoire maritime, mais c'est aussi le territoire aérien. Je crois qu'il est important, alors par territoire terrestre, tout le monde, dans l'imaginaire collectif, tout le monde a une idée assez précise de ce qu'il s'agit, mais j'aimerais attirer l'attention sur le territoire maritime, qui est la prolongation du territoire terrestre et qui, en définitive, on peut s'interroger sur la question de savoir si ça ne serait pas la terra nullius la plus importante dans le monde. On a la haute mer qui n'appartient à personne, dans laquelle aucun État n'exerce une souveraineté. Alors j'allais vous poser la question des surfaces maritimes, vous nous en avez donné déjà la réponse, j'allais vous demander si la haute mer était une terra nullius, vous avez commencé à l'esquisser, mais déjà, juste sur cette question d'un point de vue juridique, Daniel Meyer, on a commencé à esquisser la définition avec Alexandre Négrus, c'est quoi au niveau du droit international, la terra nullius? En fait, la terra nullius, c'est un territoire qui, en théorie, n'a pas d'habitants. C'est une zone qui est qui n'est pas revendiquée par les États et qui est donc en quelque sorte extrêmement rare aujourd'hui. Et je pense que la carte que vous montrez l'illustre à merveille. Il y a vraiment très peu de territoires. Et comme le fait remarquer Alexandre, évidemment, la haute mer est probablement la plus vaste des terra nullius. Alors, on en a vu quelques exemples sur la carte, justement. Mais d'abord, peut-être 1975, la Cour internationale de justice a donné une définition plus restrictive. Ne peuvent être plus considérés comme terra nullius les territoires habités par des tribus ou des peuples ayant une organisation sociale et politique. Il s'agit bien entendu de les protéger. Alors, quelques exemples. Le Bir Tawil, on est entre le Soudan et l'Égypte. Pourquoi ces deux pays n'en veulent pas? Tout simplement puisque le Bir Tawil, déjà, qui a comparé avec le triangle d'Al-Haïb, provient d'un tracé historique qu'aujourd'hui les deux États contestent et elles n'ont pas d'intérêt aujourd'hui à revendiquer une souveraineté sur le Bir Tawil puisque c'est un territoire sans grand intérêt stratégique, alors que le triangle d'Al-Haïb donne accès à la mer Rouge et aux hydrocarbures qui s'y trouvent. Donc, en définitive, les revendications des États dépendent aussi des intérêts stratégiques qu'ils ont à défendre, des intérêts économiques. Mais là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on va peut-être revoir la carte sur Bir Tawil précisément, parce que c'est fascinant, ces deux régions se font face, elles sont quasiment asymétriques, on va dire, si on peut le dire. Et en fait, le fait de reconnaître l'une, ça voudrait dire qu'on renonce à la souveraineté de l'autre, quelque part? Ça voudrait dire reconnaître, en fait, le tracé qui ne leur convient pas. Et donc, notamment en droit international, les actes déclaratifs ont une grande importance. Et donc, revendiquer la souveraineté sur un territoire en particulier en vertu d'un tracé prédéfini engage et revient à nier aussi un autre tracé qui, lui, est revendiqué par un autre État. Daniel Meyer, restons sur ce cas particulier de Bir Tawil. C'est vrai que c'est disons-le, le cas le plus emblématique, en tout cas en Afrique. Un mot peut-être sur cette situation. Les deux pays n'en veulent pas. Pour autant, ça n'a pas provoqué, déclenché de conflits, d'hostilité entre les deux pays, hein? Non, et c'est assez intéressant, et en même temps, ça a engagé quelque chose d'assez amusant. C'est qu'effectivement, comme vient de l'expliquer mon collègue,
il n'y a pas d'intérêt en fait pour aucun des États à le revendiquer. Par contre, il y a eu un intérêt de la part d'un citoyen américain qui souhaitait transformer sa fille en princesse et qui a décidé donc de se réclamer comme propriétaire de ce territoire. Il a créé en fait une micronation. Et c'est une des choses les plus amusantes, c'était en 2014, hein, il n'y a pas si longtemps, et en quelque sorte, ça a créé une espèce c'est une sorte d'aporie en quelque sorte. Alors on voit cet Américain à l'image, pardonnez-moi de vous couper, donc 16 juin 2014, pour le 7e anniversaire de son unique fille, il va planter ce drapeau, bien entendu, qu'il invente. Il s'agit d'un agriculteur américain qui s'appelle Jeremiah Eaton, il vient de Virginie. À l'époque, ça a fait sourire, ça a posé un vrai débat tout de même, parce que quelle a été la suite de cette affaire juridiquement? Il a le droit de faire ça? Oui, effectivement, il a le droit parce qu'il y a une espèce de vide. Je dirais de vide juridique, hein, en quelque sorte. Et en tout cas, il n'est pas en contradiction hein, avec je dirais, les lois internationales. De ce point de vue-là, il est tout à fait conforme. Et dans le fond, il a extraordinairement bien mis le doigt sur une des apories, je dirais, au creux de notre représentation du monde, avec des territoires qui seraient complètement contrôlés par tous les États autour de la planète. Et comme vous l'avez dit en introduction, il y a un certain nombre d'États dont on ne s'occupera pas dans cette émission, mais qui sont revendiqués par des groupes qui ne sont pas des États. Hein, et aujourd'hui, donc, on a des macronations qui sont en émergence. On pense au Rojava, par exemple, au nord de la Syrie, etc. Le Kurdistan. Kurdistan syrien. Et des micronations qui existent également, et notamment également le long du fleuve du Danube, entre la Serbie et la Croatie. On a aussi là quelques micronations qui ont été revendiquées à partir de 2017, je crois. Ouais. Un mot sur cette rive droite du Danube, peut-être? Oui, tout à fait. Alors là encore, hein, ça répond à une opposition entre deux États qui contestent un tracé. C'est-à-dire on a la Croatie d'une part et la Serbie de l'autre qui revendiquent deux tracés différents, de deux périodes différentes. Et pour chacun des États, reconnaître la souveraineté sur ces parcelles hein, de la rive gauche ou droite du Danube, hein, selon et on connaît la sensibilité de la région. Hein. Voilà, d'autant plus, il y a des questions ethniques très, très importantes dans cette zone du globe. Et donc, reconnaître la souveraineté sur l'une ou l'autre de ces parcelles revient, là encore, à reconnaître implicitement, ou même très explicitement, un tracé qui ne leur convient pas. Alors, j'ai enchaîné avec le Danube parce que notre invité en visio en parlait, Daniel Meyer, mais Alexandre Négrus, est-ce que le roi qu'on a évoqué, il l'est toujours, l'Américain? Alors, effectivement, ça fait référence au royaume du Soudan du Nord. Hein, est-ce que sa fille est toujours princesse, j'aurais pu vous dire aussi, alors, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Alors, effectivement, il a droit de proclamer cela dans le sens où il n'est pas sanctionné pour cette déclaration. Pour autant, est-ce que ce royaume du Soudan du Nord est un État? Certainement pas, parce que la définition de l'État, d'ailleurs, la commission d'arbitrage pour la Yougoslavie en 91 l'a définie. Il faut un territoire sur lequel vit une population en vertu d'un pouvoir politique organisé, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce. C'est-à-dire le fait de poser un drapeau sur un territoire et de proclamer une princesse ne constitue absolument pas un État. Ouais. Juste d'un mot peut-être, Daniel Meyer, de la haute mer, donc on a bien compris, vous nous dites tous les deux que c'est une terra nullius, mais vraiment une terra nullius au niveau du droit international. On sait qu'il y a eu un traité historique il y a quelques jours pour protéger la haute mer, hein, notamment la biodiversité, les animaux, mais aussi la faune et la flore, pardon. Est-ce que c'est vraiment une terra nullius au regard du droit international, la haute mer ? Moi, j'ai l'impression que la question, elle se pose moins en termes de droit international et plus en termes de géopolitique. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un petit peu le nez vraiment sur le droit international pour essayer de se rassurer, pour essayer aussi d'expliciter un phénomène qui est quand même assez incroyable si on le prend sous cet angle-là. En réalité, c'est peut-être un stade, je dirais, tel
tel que celui de l'Antarctique, une sorte de catégorisation nouvelle à venir, qui serait probablement en germe avec, je veux dire, ce territoire absolument gigantesque qu'est aujourd'hui la haute mer, puisqu'évidemment, vu les enjeux, je dirais, de la planète aujourd'hui, il est absolument fondamental qu'il y ait, je dirais, une re-régulation de quelque chose qui pourrait tout d'un coup être totalement dérégulé. Il y a le cas de l'île Hans aussi, le Canada et le Danemark qui se disputent la propriété de cette île Hans. C'est un îlot de 1,3 km² situé entre le Groenland et l'extrême nord du Canada. Et juste pour l'anecdote, cette fois-ci, alors c'est pas un agriculteur américain, mais c'est une association, Hans Insula Universalis, qui a décrété cette île comme terra nullius, justement, pour que les deux pays n'arrivent pas à se mettre d'accord et pour la préserver. L'espace et les corps célestes, ça en fait partie des terra nullius? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revendiquer la souveraineté dans l'espace aujourd'hui. Donc, et là encore, l'espace fait partie du territoire d'un État, mais au-delà d'une certaine limite dans l'espace. Sauf que d'un point de vue géopolitique, comme disait Daniel Meyer, c'est à qui sera le plus évidemment, le concept des terra nullius est à analyser à l'aune de la géographie, du droit international et évidemment de la géopolitique selon des considérations historiques, comme on l'a vu en fonction des différents tracés. Donc effectivement, en analysant les enjeux géopolitiques, on observe à quel point les terra nullius font l'objet de différends ou alors de désintérêt. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'existence d'une terra nullius qui sont revendiqués par des États, mais il peut y avoir des terra nullius qui ne font l'objet d'aucune revendication. Et l'enjeu en haute mer, par exemple, si on prend le cas de la mer de Chine méridionale, on voit à quel point la haute mer est très conflictuelle. C'est un point de tension très important aujourd'hui. Il y a la question des îles artificielles ou des îles qui ne sont pas des confettis notamment aussi peut-être, qui confèrent ensuite des eaux territoriales immenses, notamment c'est le cas de la France. Exactement. Donc là encore, pour en revenir aux éléments liminaires qu'on exposait tout à l'heure, la haute mer est un point d'attention très important quand on analyse ce concept de terra nullius, qui va faire l'objet de différends de plus en plus importants. Et si vous voulez, la raison, elle était exposée déjà il y a bien longtemps. Vous avez le navigateur et l'officier britannique Sir Walter Raleigh qui nous expliquait que celui qui maîtrise la mer maîtrise le commerce du monde et la richesse du monde, et par conséquent le monde lui-même. Donc on voit le commerce n'est jamais bien loin. Si je vous dis Rock Hall, Daniel Meyer, c'est quoi pour vous? C'est un rocher? C'est un îlot? C'est un point d'interrogation. J'ai envie de répondre. Rock Hall, c'est l'Écosse. J'espère que je ne vous pose pas une colle, mais en tous les cas, c'est l'une des terra nullius. Là, effectivement, personne n'en veut. Il suffit de le voir sur la carte. En même temps, personne n'en veut. Mais si demain, on découvre des réserves de gaz ou un gisement alentour, ça changerait forcément dans la minute. Oui. Alors justement, quand je disais point d'interrogation, c'est l'amusement, parce que effectivement, c'est la version insulaire de Birtaouil. Enfin, je veux dire, on est dans quelque chose que personne ne veut et qui est évidemment assez loin des terres pour être vraiment difficilement praticable. Enfin, c'est assez. Et je pense que c'est dans le fond. Évidemment, il y a un tas d'autres territoires qui sont extrêmement complexes et difficiles à atteindre. Et j'ai l'impression qu'il y a une dimension empirique de la terra nullius, c'est-à-dire qu'il y a des territoires autour du monde qui sont sous l'autorité d'États, mais qui ne sont pas habités et où on ne va jamais, et où l'État, du reste, ne va jamais. Donc je trouve que ça pose aussi un petit peu cette question. Cet espace. Merci beaucoup Daniel Meyer pour votre éclairage. Merci également à vous Alexandre Négrus pour cet échange passionnant sur ces terra nullius, locution latine qui veut dire terre sans maître, vous l'aurez compris. Merci à tous les deux. Beaucoup. Place désormais à l'actualité culturelle.
L'intelligence artificielle s'invite à la fête de la musique. 10 ans après son opéra virtuel Sans humain, le compositeur japonais Keishiro Shibuya est sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris pour inaugurer Android Opera Mirror, un opéra futuriste dont le chanteur n'est ni plus ni moins qu'un androïde. Pascal Achard et Guillaume Gouet sont allés à sa rencontre pendant les répétitions. Regardez. C'est impressionnant. Au centre de la scène, il aimante tous les regards. L'androïde Alterfort, roi de la nouvelle création de Keishiro Shibuya. Le musicien japonais qui aime composer avec les nouvelles technologies est fier de nous présenter son dernier jouet, un robot doté d'une intelligence artificielle, programmé pour chanter mais aussi capable d'improviser grâce au logiciel ChatGPT. Maintenant, je peux vous improviser quelque chose au piano pour lui, et il peut suivre ma mélodie. Quand je joue sur la longueur, il étudie ma performance, puis il se met à chanter de mieux en mieux. Ça m'arrive parfois de ne pas pouvoir le contrôler parce qu'il crée sa propre mélodie, son chant. Je me souviens d'une fois, on répétait et il ne voulait pas s'arrêter de chanter. Expérience inédite et parfois déroutante que propose Keishiro Shibuya aux membres de l'orchestre symphonique qui l'accompagne. Il nous disait en répétition qu'il croit à l'émotion que peut véhiculer le robot. À vrai dire, de l'intérieur, on ne se rend pas trop compte du mélange que ça crée, du mélange humain-robot et l'émotion que ça peut créer. Ça peut être effrayant pour les uns, magnifique pour les autres, des émotions aux antipodes l'une de l'autre. Pour moi, ce qui est simplement magnifique et confortable n'est pas de l'art, ça ne m'intéresse pas. Selon l'artiste, tous les créateurs japonais composent aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Ce qui n'empêche pas Keishiro Shibuya d'ériger des ponts entre présent et passé. Son robot accompagne aussi un chœur de moines bouddhistes du mont Koya et leur chant millénaire. Cet étonnant mixage de cultures a séduit Justine Aymar, qui anime le spectacle avec ses projections vidéo. Ce qui fait sens, c'est cette mise en scène, c'est l'assemblage de tous les éléments sur scène. On ne va pas rester sur une utilité de la machine, comme on pourrait la voir comme une fonctionnalité, mais on va essayer d'aller pousser vers où est-ce que la machine peut nous emmener, à la fois dans l'imaginaire et à la fois dans l'expérience tout simplement de vivre quelque chose ensemble. Un alliage éblouissant et une expérience sensorielle stupéfiante, à condition bien sûr d'apprécier la voix métallique du chanteur androïde.